Bonjour Jean-Henri Soutou. Bonjour Vincent Roux. Il y a une question, puisque justement je voyais ce salon Made in France avec tous les produits français qui sont exposés. Vous abordez dans votre dernier livre, on va parler d'un tout autre sujet, la question des sanctions internationales. Et finalement, si je vous ai bien lu, mais corrigez-moi si je me trompe, les sanctions internationales à l'encontre de la Russie n'ont pas eu autant l'impact escompté par ceux qui les Absolument pas. On prévoyait un impact beaucoup plus rapide. Je ne dis pas qu'à terme, après des années, l'économie russe, qui s'est transformée complètement depuis le début du conflit, ne sera pas finalement perdante, disons, d'un point de vue économique global. Mais pour le moment, ils ont réussi à produire ce qui est important pour eux, l'énergie, les armements, à moderniser leurs armements, avec certaines importations, mais une base industrielle qui s'est développée considérablement dans le domaine des armements. Donc ce que vous êtes en train de me dire, Jean-Henri Soutou, c'est que plutôt la guerre a été plutôt favorable à l'industrie russe que l'inverse. Oui, la guerre était plus favorable à l'industrie russe que l'inverse, au moins qu'au moyen terme. Ça, long terme, ça, je serais peut-être plus prudent. Mais ça fait quand même depuis le début de l'opération spéciale, pour reprendre les termes de Vladimir Poutine, qu'on nous promet un effondrement de l'économie russe. Pour l'instant, il ne s'est pas produit, et c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est nous qui nous effondrons, parce que l'Allemagne et l'Europe en général ont perdu des sources d'énergie à bon marché, qui sont quand même essentielles, quoi qu'on dise, et ils ont perdu, les Européens, un marché d'exportation qui était extrêmement commode. Et c'est pas une histoire nouvelle, d'ailleurs, c'est pas Madame Merkel qui avait inventé ça. Hein. C'est toute l'histoire économique allemande et européenne, mais d'abord allemande, depuis la fin du 19e siècle. Je pourrais vous accabler de chiffres, mais enfin, c'est tout à fait clair. Vous ne nous accablez pas de chiffres et vous expliquez ça très clairement dès le début de votre ouvrage qui est absolument passionnant. Il s'appelle La Grande Rupture de 1989 à nos jours. Personne n'avait justement étudié sur cette période les relations entre l'Europe et la Russie du lendemain de la chute du mur de Berlin jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine et en particulier de l'opération lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine. On va y revenir. Mais question, tout simplement, voyez-vous aujourd'hui une issue, et quelle issue voyez-vous au conflit russo-ukrainien? Très franchement, je pensais le 15 août, quand Poutine est allé voir Trump Anchorage, qu'on se dirigeait quand même vers un début de négociation aboutissant à un cessez-le-feu. On dit à la coréenne, c'est un cessez-le-feu qui ne règle pas les choses juridiques, mais qui au moins arrête les combats, qui sont épouvantables. On ne va pas insister là-dessus, mais c'est une guerre épouvantable. Une guerre épouvantable à ce point-là? Concernée. Oui, parce que les civils sont touchés largement comme les soldats. Dans ces pays, un bombardement qui démolit une centrale électrique, il fait sauter pas seulement le courant, mais également le chauffage et l'eau. Parce qu'il faut chauffer les canalisations pour avoir de l'eau en Ukraine l'hiver. C'est comme en Russie d'ailleurs. C'est des choses. Oui, parce que si vous ne chauffez pas les canalisations, même vous n'avez même pas d'eau froide parce qu'elle gèle dans les canalisations. Exactement. Je suis prêt. Bon, donc j'espérais donc que l'on aurait la possibilité de négociation, mais M. Poutine, à mon avis, a voulu trop faire monter les enchères, pour des raisons qu'il faudra un jour que l'historien puisse éclaircir. La plus simple est de penser que les Russes se sont dit que tant qu'à faire, ils pouvaient encore progresser pour avoir ensuite définitivement la paix avec les Ukrainiens. L'idéal stratégique, d'un point de vue strictement stratégique, étant de border le Dniepr tout du long. Parce que ça, c'est une vraie frontière qui en plus vous laisse un très large espace entre le Dniepr et la zone utile du Donbass et de la Russie, un très large espace qui, entre nous, largement constitué de marais, de forêts, qui n'a pas une énorme utilité, mais qui assure un arrière-plan stratégique tout à fait, un bastion stratégique ou un glacis stratégique tout à fait utile. Je crains que les militaires russes n'aient convaincu Poutine d'aller encore plus loin. Alors pour le moment, il est clair que les Russes croient être encore sur les dirigeants russes être sur disons, un vecteur ascensionnel. On n'a pas encore atteint ce que Clausewitz appelait le point de culmination, quand il faut commencer à penser à réduire la voilure, à commencer à négocier. On n'est pas encore là du point de vue russe. Psychologiquement,
subjectivement, politiquement. Mais à mon avis, c'est une grave erreur, parce qu'il sous-estime la capacité de nuisance des Américains eux-mêmes. Les dernières mesures de sanctions prises par Trump contre le pétrole russe et ses exportations risquent à terme d'être plus efficaces que ce qui avait été fait avant. Alors justement, c'est l'un des points très intéressants, passionnants de votre livre. Les relations américano-russes sont en fait assez intenses et passionnantes à revivre sous votre plume. Comment justement analysez-vous la relation Trump-Poutine ? Eh bien, c'est très difficile, puisqu'on a trop d'indications à cause des médias qui diffusent les images dans tous les sens, et le président Trump parle énormément et change constamment d'avis. Je ne veux pas dire qu'il dit n'importe quoi, ce serait pas juste, enfin, ça revient pratiquement à ça. Quant à Poutine, à l'inverse, il dit n'importe quoi, mais est-ce qu'il fait n'importe quoi ? Il a fait quand même beaucoup de choses assez différentes. Par exemple, dans le cas de la guerre d'Ukraine, est-ce qu'il donne des Tomahawks à l'Ukraine ou pas ? Il dit qu'il va les donner, puis il les donne pas. Enfin, une incertitude, mais qui amène les Russes, c'est ça qui est important, à réagir. Certaines des proclamations ostentatoires des Russes autour des armes nucléaires nouvelles qu'ils ont, etc., sont une façon, semble-t-il, de répondre à la menace latente, puis retirée, puis qui revient, de fournir à l'Ukraine des armes à longue portée, capables d'aller frapper à 2500, 3000 km, donc jusqu'à la région de Moscou, si vous voulez. Techniquement capable de le faire, si on les donne. Mais, bon. Et c'est un jeu qui est peut-être, comme il le fait souvent, une sorte de marchandage avec des pressions, enfin bon. Et la seule chose, c'est que c'est traduit en termes beaucoup plus crus, et je dirais de stratégie rationnelle, entre guillemets, par ses adversaires, qui ne sont pas des joueurs de poker, qui ne sont pas des marchands de biens. Ils sont plutôt des joueurs d'échecs. Ils sont des joueurs d'échecs et qui ne spéculent pas. Ils vont pas... Donc avantage aux joueurs d'échecs sur le joueur de poker, pour vous ? Ah, moi, traditionnellement, oui, mais l'histoire montre que c'est parfois le joueur d'échecs qui gagne. Le joueur de poker qui gagne. On peut imaginer que c'est le pari de Donald Trump. Votre livre, je disais, est passionnant en particulier parce qu'il permet de comprendre combien l'ambivalence de la relation entre la Russie et l'Europe remonte à loin. Dès le XVIIIe siècle, écrivez-vous, la place de la Russie en Europe a toujours fait débat, aussi bien côté européen que côté russe. Oui, c'est tout à fait. La question de savoir si la Russie est un pays, entre guillemets, européen, au sens large du terme, ou si elle est d'une nature différente, se pose aussi bien en Russie traditionnellement entre les occidentalistes, comme ils disent, depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe, XIXe siècle, partisans d'un rapprochement systématique vers l'Europe, ou les slavophiles, qui eux, au contraire, affirment l'identité spécifique orthodoxe et slave de la Russie. Même débat en Europe occidentale. Même débat en Europe occidentale. Sur la Russie, Poutine est-il occidentaliste ou slavophile ? Poutine, il est officiellement eurasiatique. Encore autre chose, c'est une idéologie qui a existé à partir des années 20 en Union soviétique déjà, à l'époque, qui consistait à... C'est une façon pour les nationalistes russes non marxistes au départ de se rapprocher un peu du régime, discrètement en disant il y a une spécificité, la Russie n'est pas européenne, elle est eurasiatique. C'est-à-dire qu'elle a son champ, à 8000 km, géographiquement, voilà. Et il y a des auteurs russes, Douguine, peut-être Karaganov aussi, un petit peu moins, qui affirment cette idéologie eurasiatique. Et elle correspond à des conséquences très précises dans le domaine de la recherche universitaire russe. On a dit à nos collègues russes, ne travaillez plus sur l'Europe, travaillez sur le sud-est vu de Moscou, c'est-à-dire Moyen-Orient, Iran, Inde, Chine. Ça, c'est une orientation, pour quelqu'un de ma génération, était impensable. Et ça, c'est l'orientation de Poutine aujourd'hui ? Officiellement, oui, c'est ce que dit l'Académie des sciences de la Fédération de Russie. Et réellement, du point de vue de l'historien ? Du point de vue de l'historien, il a quand même, je tire les conclusions, il a réussi à défaire l'œuvre de Pierre le Grand et de Staline, c'est-à-dire qu'il a mis la Suède et la Finlande, qui étaient toujours restées très prudentes,
totalement du côté occidental et dans l'OTAN. Il risque de perdre, en cas de tension, le contrôle de la Baltique. Je pense qu'à cause de cette politique, l'enclave russe de Kaliningrad, à terme, est menacée. D'un point de vue russe, je place ça au point de vue russe. D'autre part, il réoriente la vie culturelle, la vie économique, etc., de la Russie dans des zones tout à fait différentes. Et enfin, je pense que c'est un jour, mais là je m'adresse au long terme, c'est ce que peut-être un jour les Russes lui reprocheront, il met progressivement la Russie forcément dans les mains de Pékin. Ce qui est une hantise pour les Russes depuis toujours. Voilà. Pourquoi ? À cause de la population, 1,3 milliard au moins de Chinois, très peu de Russes, 140 millions à peu près, très peu en Asie, du côté de l'extrême-orient russe, l'espace Vladivostok, etc. On voit déjà les populations chinoises qui commencent à arriver, avec toutes les conséquences qu'on peut redouter. Mais vous pensez que des Chinois habitant le sud-est ou le sud-ouest de la Chine iraient migrer pour habiter en Sibérie et aller se refroidir en Sibérie ? Il y a des Chinois en Mongolie, il y a des Chinois en Mandchourie, il y a des Chinois qui sont habitués à ce genre de climat. Qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de terre. Pour passer le fleuve Amour. Voilà. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu en Ukraine pourrait entraîner la chute de Poutine ? Alors, très franchement, je ne le pense pas. Je pense que ça pourrait même le conforter. Mais ça, je regarde une boule de cristal. Mais je ne pense pas... je vais peut-être répondre à votre question. Si Poutine... Autrement, si Poutine meurt dans un accident d'avion, ça peut arriver. Hein, bon, c'est arrivé à Prigogine. Non, mais un vrai accident d'avion, ça peut arriver, même un vrai. Ça, c'est pas exclu. Mais il meurt dans un accident d'avion, son successeur, à mon avis, suivrait la même politique. Actuellement, dans les circonstances actuelles. Au début des années 90, écrivez-vous, il y a eu un moment de rapprochement qu'on n'a pas su et qu'on n'a pas voulu saisir. Mais est-ce que ça n'a même pas été le cas avec Poutine ? Finalement, vous dites Poutine, officiellement, est euro-asiatique aujourd'hui. Enfin, il fait partie du groupe des libéraux, en tous les cas des proches de Choubaïs et du maire de Saint-Pétersbourg, donc le clan des réformateurs, même des plus réformateurs en Russie quand il arrive au pouvoir en 1999. Alors, dans le domaine qui peut-être davantage le mien, au moment des attentats du World Trade Center en 2001, il propose aux Américains leur aide et il la réalise concrètement en leur leur permettant d'installer 2 bases de transport et de transit en Asie centrale pour ravitailler les forces américaines en Afghanistan. C'était très précieux pour les États-Unis. Il fait toute une série d'ouverture à ce moment-là. Alors, à moins de penser qu'il avait un degré de machiavélisme tout à fait exceptionnel, je pense qu'à ce moment-là, il pense utile de jouer la carte de soutien aux États-Unis face à l'extrémisme djihadiste, disons, qui correspond également à une menace pour du point de vue russe. La guerre en Tchétchénie suffit à rappeler ce phénomène. Il a évolué parce que, dire les choses très rapidement, les Américains n'ont pas, et les Occidentaux en général, n'ont pas suffisamment compris à quel point c'était important d'entretenir cette faible possibilité d'évolution. Et deuxièmement, les Occidentaux ont trop pris la Russie par sous la jambe. Pour parler très vulgairement, très rapidement. N'ont pas suffisamment tenu. Je n'ai pas dit qu'il fallait toujours faire ce que Moscou souhaitait, mais au moins tenir compte davantage qu'on ne l'a fait, et ça c'est le livre le démontre à mon avis, des intérêts et des orientations russes. Une dernière question peut-être, Georges-Henri Soutou, on vous écouterait pendant des heures, mais justement c'est pour ça qu'il faut lire votre livre. Il y a tout un débat, une polémique autour de ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest. Je suis désolé, il va falloir faire une réponse courte, mais est-ce que il est vrai, est-ce que vous pensez que l'Europe et les États-Unis ont trahi finalement leurs engagements de ne pas élargir l'OTAN aux frontières de la Russie? Alors ça, c'est 2 questions différentes. Le mémorandum de Budapest concerne une garantie, entre guillemets, donnée à l'Ukraine en échange de la remise de ses armes nucléaires. Bon, c'est une garantie qui va simplement à réaffirmer les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, etc. Pour les engagements de l'OTAN, vis-à-vis de l'OTAN? Alors ça, ce sont les engagements verbaux attestés par l'ambassadeur britannique à Moscou et l'ambassadeur américain à Moscou. Ils ont publié leur mémoire et d'autres sources, mais ce sont des engagements
verbaux. Ils ne peuvent pas être autre chose que verbaux, parce qu'on ne peut pas, en droit international, signer qu'un pays n'entrera pas dans... Bon, voilà. Merci. Et il faut lire la suite dans La Grande Rupture. C'est un livre absolument captivant. Ce qui est terrible, c'est d'en interrompre la lecture, comme d'interrompre l'interview, mais il permet de comprendre avec acuité tout l'enjeu et toute la profondeur de la cassure entre Moscou et le reste de l'Europe. C'est absolument à lire, c'est absolument passionnant, c'est unique en son genre. La Grande Rupture de 1989 à nos jours, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup, on se retrouve lundi avec notamment comme invité Éric Zemmour.